Bonsoir à tous. Ce soir, nous nous retrouvons pour une nouvelle conférence de l'ENSAS, comme on en fait assez souvent, le mardi et le jeudi, dans le cadre de l'enseignement de l'architecture et de beaucoup d'autres sujets. Et ce soir, ce ne sera pas un sujet directement lié à l'architecture, mais nous allons parler de numérique et de l'impact écologique du numérique, comme c'est affiché. Et voilà, je crois que donc c'est bonjour et bienvenue Séverine Gutiérrez, donc qui outre des fonctions importantes dans l'école de membres de l'équipe informatique, est aussi, je crois, une fervente militante dans un système associatif sur ces sujets du numérique, et va nous parler ce soir de cet impact écologique. Et je crois que ça va être intéressant parce qu'on va surtout découvrir que l'impact écologique n'est pas forcément où on le pense, et il n'est pas surtout là où on voudrait qu'on pense qu'il soit. Voilà. Donc je vais laisser Séverine nous dévoiler toutes ces données intéressantes. Donc voilà, la parole est à vous. Merci. Merci. Donc ce soir, effectivement, j'interviens pour cette conférence l'impact écologique du numérique dans le cadre, à titre associatif en fait. Donc je suis agent de l'école, je suis administrateur système et réseau ici à l'école d'architecture. Et en dehors de ça, donc j'habite à Saint-Dié-des-Vosges, d'où le nom de l'association. Il est encore temps en Déodacie. Les Déodaciens sont les habitants du territoire de Saint-Dié-des-Vosges et de sa comme d'agglo. Et donc nous sommes une association dont le but est de lutter contre l'isolement des idées et d'accompagner à la transition écologique. Donc on regroupe toutes les personnes en fait qui ont une idée, qui ont envie de mener des projets mais qui se sentent pas forcément de le faire tout seul. Donc on leur propose de venir nous voir en fait et voilà qu'on se regroupe à plusieurs pour qu'on puisse mener à bien des projets. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait sur le territoire. Là dernièrement, on vient tout juste de finir notre 5e semaine de l'autonomie par exemple. Donc là, le but c'est en fait chaque soir pendant une semaine d'apprendre à l'occasion d'un petit atelier à réaliser des choses par soi-même. Donc on a eu des ateliers, alors on a fait 5 semaines de l'autonomie, donc on a eu des ateliers poterie, on a eu des repair café, on a eu des ateliers apprendre à faire son pain soi-même. Il y a eu une visite de chantier également avec des maisons en terre-paille. Voilà ce type d'action qu'on peut faire et on est également devenu fresqueur dans un certain nombre de fresques aujourd'hui qui sont fresques de la biodiversité, fresques du climat. Il y a aussi, les fresques, j'ai oublié, il y en a encore une, la fresque des nouveaux récits, voilà, qui est une fresque qu'on a intégrée tout récemment. Après, il y a d'autres types d'actions plus classiques, du type ramassage de déchets, etc. Donc voilà. Donc on va voir le sommaire de la conférence. Donc on va commencer par faire un petit peu un état des lieux de ce qui se passe en France au niveau du numérique. Ensuite, on va faire un focus sur un objet qu'on a quasiment tous aujourd'hui dans nos poches, c'est le smartphone. On va voir son cycle de vie et l'impact environnemental et sociétal que cet objet va avoir. Ensuite, on va parler du cloud qui peut paraître abstrait comme ça, le cloud, mais en fait, c'est très matériel finalement ce qu'il y a derrière. Et donc, on va voir cette face cachée du numérique. Et on verra ensuite quels sont l'essor des nouveaux usages du numérique. Et puis ensuite, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tous ces constats qu'on aura fait. Donc l'état des lieux en France, le numérique, c'est 631 millions d'équipements pour 58 millions d'utilisateurs, ce qui représente à peu près 11 à 15 objets connectés, objets numériques par utilisateur, sachant que dans le monde, la moyenne est à 8. Donc ça représente un total de 7 millions de tonnes d'équipements en France. Ça représente aussi un quart du forfait de gaz à effet de serre annuel soutenable d'un Français, sachant que ce forfait qu'on appelle forfait gaz à effet de serre soutenable, c'est à peu près aux alentours de 2 tonnes normalement, ce qu'on appelle le forfait soutenable, sachant qu'aujourd'hui un Français il est plutôt aux alentours de 8 à 10 tonnes. Donc ça représente un quart de ce forfait soutenable d'un Français. Et au niveau de la consommation électrique, le numérique représente 48,7 TWh, soit 10% de la consommation électrique en France en 2021. Ça représente également 6,2% de la consommation de la France en énergie primaire, 3,2% des émissions de gaz à effet de serre, 2,2% de la consommation d'eau et c'est 4 milliards d'excavations de tonnes de terre pour fabriquer les équipements.
Rapporté à la consommation d'un Français, la consommation quotidienne d'un Français, c'est comme si un Français, tous les jours, il avait un radiateur électrique de 1000 watts allumé 8 heures, comme s'il faisait 6 km en voiture tous les jours en termes de rejet de gaz à effet de serre, comme s'il consommait 3 packs d'eau minérale par jour pendant un an, et comme s'il excavait 197 kg de terre, soit environ 3 fois le poids d'un humain par jour, voilà, pendant un an. La répartition de ces impacts maintenant, donc en fait dans le premier tableau qu'on a ici, on a les postes de dépenses énergétiques par ce qu'on peut dire maillon de la chaîne en fait. Donc on va avoir les utilisateurs, le réseau informatique et les centres informatiques. Donc tout part des centres informatiques pour transiter à travers le réseau jusqu'aux utilisateurs. Et ce qu'on peut voir en fait à travers ce tableau, c'est que là où se concentrent les plus forts impacts, eh ben, c'est au niveau des utilisateurs. Pas tellement, en fait, au niveau du réseau ou des centres informatiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et en termes de où est-ce que se situe l'impact le plus fort, ce qu'on va voir ici dans le deuxième tableau, c'est que l'étape de la vie du produit qui va générer le plus fort impact en termes de postes de dépenses énergétiques et de ressources, c'est la fabrication, on le voit ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça, en fait? C'est que ce qui pollue le plus, ce sont les terminaux des utilisateurs, et l'étape qui pollue le plus, c'est la production. Alors, en termes après de consommation, donc là, on est sur la phase plutôt donc production, c'est ça qui pollue. Et alors, en termes d'utilisation, qu'est-ce qui va polluer le plus? En termes de consommation, enfin, qu'est-ce qui va consommer le plus au niveau de la consommation électrique? En fait, c'est votre box Internet, télé. C'est un équipement qui consomme autant en électricité qu'un réfrigérateur. Donc la consommation totale sur un an se situe entre 150 et 300 kWh. C'est autant qu'un grand réfrigérateur, et une box télé consomme 3 fois ce que consomme un téléviseur, et une box Internet consomme 6 fois plus. Donc solution pour moins consommer d'électricité, ne laissez pas votre box en veille. Si vous ne l'utilisez pas, éteignez-la si vous avez la possibilité de l'éteindre plutôt que de la laisser en veille. Et en termes d'économie, ça représente à peu près 30 € par an, et ça c'était avant l'inflation, ce chiffre. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait si on continue comme ça dans les prochaines années? Donc là on a en fait l'évolution d'ici 2030. On aura par rapport à 2020, donc en l'espace de 10 ans, si on continue comme ça, sur ce scénario-là, on aura 45% d'émissions de gaz à effet de serre supplémentaires, on aura 14% de consommation de minéraux et de métaux en plus pour fabriquer nos équipements, et on aura une consommation d'énergie de plus 4%. Et ça représente aussi un trafic de données qui sera multiplié par 6, et un nombre d'équipements qui sera augmenté de 65%. Donc c'est assez exponentiel en fait comme croissance. Et donc si on ne fait rien, à l'horizon 2050, l'empreinte carbone du numérique pourrait même tripler. Donc il y a quand même des scénarios de sobriété qui sont proposés, qui sont étudiés, et qui permettraient de réduire en fait l'impact du numérique. Et donc on va voir à la fin, dans tout ce qu'on peut faire, des pistes qui sont intégrées dans ce scénario de sobriété. Donc maintenant, on va donc voir en fait faire un focus sur un objet du quotidien qu'on a tous dans notre poche, c'est le smartphone. Donc on va voir son cycle de vie et son impact environnemental et sociétal. Donc première chose, c'est la composition des smartphones. Ces objets sont composés essentiellement de métaux, certains qui sont assez courants, comme les métaux ferreux et non ferreux, cuivre, aluminium, zinc, étain, chrome, nickel, mais également pour une plus petite partie de métaux qu'on appelle des métaux rares, et qui sont pour cela en fait extrêmement difficiles à obtenir de la Terre. Donc là on voit un petit peu le nombre d'éléments qui sont nécessaires à la fabrication d'un téléphone. Ça représente en fait une 50aine de métaux différents. C'est assez important. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour fabriquer un smartphone? La conception, le plus souvent, elle se fait aux États-Unis. L'extraction et la transformation des matières premières, elle se fait en Asie du Sud-Est, en Australie, en Afrique centrale et en Amérique du Sud. La fabrication
se fait en Asie et aux États-Unis et en Europe. L'assemblage se fait en Asie du Sud-Est et la distribution vers le reste du monde se fait souvent en avion. Donc en fait, pour fabriquer un smartphone et pour le distribuer, va falloir faire à peu près 5 fois le tour du globe. Donc c'est un impact qui est très important, cette étape de fabrication en termes d'aller-retour sur la planète. Donc en fait, 3/4 des impacts environnementaux des smartphones sont engendrés par leur fabrication. Et au-delà de cet impact, ce qu'on peut voir en plus en détail, là, c'est l'impact environnemental et sociétal. En fait, donc là, vous avez une illustration d'une mine au Congo. Alors, au Congo, on a surtout des mines de cobalt, de coltan, qui sont les métaux rares qui sont nécessaires à la fabrication des smartphones. Donc, vous voyez à quel point ça peut dénaturer le paysage, détruire la biodiversité, la faune et la flore. Et aussi, les rejets d'eau vont générer de la pollution. J'y reviendrai tout à l'heure dans la diapo d'après. Et vous voyez également que qui travaille dans ces mines, dans ces pays-là, souvent ce sont des enfants. Au Congo, on estime qu'il y a 40 000 enfants qui travaillent dans les mines. Donc tout ça comme impact environnemental et sociétal, c'est quoi? C'est des tensions géopolitiques, les monopoles étatiques sur certains matériaux, les pénuries, la pollution des sols, de l'eau et de l'air. Donc il y a un impact sur la santé physique des êtres humains, ça a un impact sur ça détruit la biodiversité. On a des rejets d'eau polluée. Pourquoi les eaux polluées? Parce qu'en fait, pour extraire les métaux rares de la roche, on va être obligé d'utiliser de l'acide sulfurique et ensuite de rincer à l'eau en fait pour séparer tout ça. Et puis ensuite, l'eau, où est-ce qu'elle est rejetée? Souvent dans le milieu naturel directement sans être dépolluée au préalable. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle infiltre les nappes et donc l'eau après est ensuite consommée par la population locale et entraîne aussi donc la destruction de la faune et de la flore. Et puis, ça cause également des dérèglements climatiques et puis des conflits, lutte pour l'appropriation des mines, lutte pour la ressource en eau. Là, ça commence à devenir vraiment tendu au niveau mondial sur la ressource en eau. Donc, on va avoir une lutte entre les humains qui veulent continuer de pouvoir boire de l'eau et puis les gros groupes qui font de l'extraction de minerais pour pouvoir produire les équipements électroniques. Et puis, on a des conditions de travail inhumaines, comme on l'a vu dans la diapo d'avant. Donc, c'est de l'esclavage moderne. En fait, on travaille souvent 12 heures par jour par 40 degrés pour 1 à 5 $ par jour. Ce sont des pays où il y a la répression policière des grèves, puisque c'est des pays où le droit de grève n'existe pas, bien souvent. Donc, ça peut aller jusqu'à la mort. On a le travail des enfants, le travail sans protection des travailleurs au contact des matières toxiques également. Et donc pourquoi après on a autant de smartphones qu'est-ce qui fait qu'on va être toujours poussé plus à acheter des smartphones? Parce qu'il faut savoir quand même que il y a aujourd'hui plus de 10 milliards de smartphones qui ont été vendus dans le monde. Donc en fait, c'est ce qui va faire qu'on est poussé à acheter des smartphones souvent, et puis des équipements numériques en général, c'est l'obsolescence. Et on distingue en fait 3 formes d'obsolescence. La première, c'est l'obsolescence technique. Donc ça va être la fragilité de l'objet, les pièces sont fragiles, une mauvaise conception des appareils qui sont difficiles, voire impossibles à réparer. Et après, on ne trouve plus les pièces pour pouvoir réparer les appareils. Et après, il y a l'obsolescence logicielle. Donc ça, c'est les terminaux qui deviennent trop lents. Au bout d'un certain nombre d'années, ça commence à ramer. Les logiciels sont plus compatibles avec la version du système de l'appareil. On a des problèmes de version et de puissance. L'obsolescence, enfin, psychologique ou culturelle. Bon, c'est plus à la mode, j'en achèterai bien un nouveau. Et puis, bien sûr, c'est alimenté par le marketing et la pub, puisque ça, le but de ceux qui fabriquent, c'est de vous vendre des nouveaux appareils. Donc, après, c'est même aidé par les opérateurs en téléphonie mobile avec les fameuses offres à 1 €. Donc il y a tous ces processus qui vont entrer en jeu et qui vont pousser le consommateur que nous sommes à changer d'équipement alors que notre équipement actuel fonctionne encore très bien. Parfois, très bien. Sauf dans le cas de l'obsolescence logicielle ou technique. Mais là, vraiment, sur l'obsolescence psychologique, on se retrouve avec des gens qui changent de téléphone tous les 2 à 3 ans alors que le leur fonctionne encore très bien. Et donc après, il y a l'étape de la fin de vie qui a un certain impact aussi, puisque en fait, déjà, on se retrouve donc comme on consomme toujours plus, qu'est-ce qui se passe à la fin? Au final, on produit de plus en plus de déchets
d'équipements électroniques. Au niveau de l'Europe, ici, on voit quand même que globalement, on a une forte augmentation là entre 2007 et 2017 du nombre de déchets électroniques. Il y a seulement certains pays qui arrivent à réduire leur quantité de déchets électroniques et ça reste à la marge. Ensuite, le traitement des déchets électroniques, alors là c'est au niveau mondial, hein, c'est pas que en France. Les déchets électroniques, déjà il y a une grande partie qui est pas collectée. Et dans la partie qui est collectée, il n'y a qu'une faible partie qui va être recyclée et tout le reste va finir en enfouissement ou en incinération. Il n'y a que quelques pourcents de la matière issue des déchets qui est réellement recyclée. Après, pour les smartphones, c'est quand même 80% qui peut être recyclé. Et il faut quand même retenir qu'il y a 100 fois plus d'or dans une tonne de smartphone que dans une tonne de minerai d'or. Donc en fait, ce qu'on constate beaucoup, c'est que les gens ont tendance à garder au fond de leur tiroir leurs anciens équipements. Et au final, ce serait mieux de les recycler, de les mettre dans le circuit de la revalorisation de l'équipement. Pour pouvoir éviter d'excaver du minerai, alors qu'en fait on en a qui dort au fond de nos tiroirs, tout prêt à être réutilisé. Donc où est-ce qu'on peut recycler? Donc chez les opérateurs mobiles. D'ailleurs, une collecte avec parfois une contrepartie financière. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs qui vous reprennent votre ancien mobile pour une réduction pour un nouveau. Il y a les structures de l'économie sociale et solidaire, les associations, les ressourceries, les recycleries. Et c'est une solution solidaire et éco-responsable. Ensuite, il y a les bacs de collecte aussi dans les supermarchés et les magasins qui vendent de l'électronique. Ça, c'est une option qui est plus pratique et plus accessible parce qu'on va plus souvent faire ses courses et donc, voilà, plus facile peut-être. Et donc ça, il faut savoir que c'est une obligation. Je crois que les magasins maintenant sont obligés de proposer ça. Vous payez aussi une écotaxe quand vous achetez vos équipements qui doit contribuer à ce recyclage. Donc maintenant, on va parler du cloud qui est la face cachée du numérique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le cloud? Ça peut être un ensemble de choses telles que l'envoi de courriel, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, le stockage en ligne, ce qu'on appelle les drives, les vidéos et la musique en streaming, la télé par la box internet, les visioconférences, les jeux vidéo en ligne, etc. Donc l'infrastructure cloud, qu'est-ce que c'est? C'est finalement des équipements qui sont bien réels, hein, c'est pas immatériel. Donc là, vous avez en fait une partie d'un data center, donc d'un data centre, un centre de données. Donc là, ici, en fait, vous avez une vue en façade à chaque fois que vous avez là une barre grise, ça représente un serveur. Donc vous pouvez imaginer le nombre de serveurs qu'on peut avoir dans un centre de données, c'est assez important. Et là, ici, vous avez la vue sur la face arrière des serveurs avec toute la fibre optique qui vient se connecter sur les serveurs pour pouvoir les connecter au réseau. Et ensuite, ces data centers, il faut qu'ils fonctionnent. Donc, il faut les alimenter en électricité et puis il va falloir aussi les refroidir. Donc ici, vous avez une vue sur les batteries en fait d'un data center parce que évidemment, ils sont alimentés en électricité par le réseau électrique normal, mais il faudrait surtout pas que tout s'arrête en cas de coupure électrique. Donc pour ça, on a des pièces remplies de batteries comme ça, qui sont également quand même des éléments qui ont un impact sur l'environnement, puisque souvent c'est des batteries comme celles qu'on a dans nos voitures, acide plomb, donc qu'on ne sait pas forcément très bien recycler. Et puis au niveau du refroidissement, souvent c'est de la climatisation. Et de plus en plus quand même, on note que les data centers essayent de faire des efforts pour trouver un système de refroidissement un peu plus écologique. Et donc ici, ce data center utilise une pompe à chaleur pour refroidir son data center. Mais un data center consomme autant d'électricité en moyenne qu'une ville de 30 000 habitants, sachant qu'il y a plus de 200 data centers en France. Et les data centers du monde, c'est 2% d'émissions de gaz à effet de serre, soit autant que le transport aérien. Donc en fait, on parle beaucoup, surtout en ce moment, de l'impact de l'aviation civile sur le climat, mais je trouve qu'on néglige quand même pas mal l'impact en fait du numérique, qui est finalement assez comparable en fait. Et on culpabilise beaucoup les gens sur il faut pas prendre l'avion, tu prends l'avion, c'est pas bien. Mais au final, est-ce qu'on se culpabilise par rapport à nos usages du numérique? Pas tant. Alors qu'en fait, ça a un impact quasiment équivalent.
Et là, c'est une donnée que j'ai rajoutée récemment, l'infrastructure cloud de Google, les data centers de Google. Alors, c'est des chiffres qu'on a que très partiellement parce que Google fait tout. Enfin, en général, Google et même Microsoft ou autres, ils font tout pour pas que ces chiffres soient connus. Donc, c'est des chiffres qui sont connus quand il y a des actions en justice parce qu'on les attaque et des choses comme ça. Donc, c'est des données qui sont obligées de divulguer à ce moment-là. Donc là, il y a eu une info qui a été divulguée. Les data centers de Google en 2019 ont nécessité plus de 10 millions de litres d'eau dans seulement 3 États des USA. Parce que ça, c'est les chiffres qu'on a obtenus juste pour 3 États. Donc c'est colossal, hein, 700 millions, plus de 10 millions de litres d'eau, pardon. Et sachant que Google, dans le monde, possède 21 data centers. Là, je parle de l'eau, en fait, parce que avant, c'est vrai qu'on focalisait beaucoup sur les émissions de gaz à effet de serre. On parlait que de ça. C'est la chose qu'il fallait absolument régler, sur laquelle il faut absolument se focaliser. Mais là, on est quand même en train de vivre aussi une crise de l'eau de plus en plus. Donc, ça me paraissait intéressant aussi de voir l'impact aussi sur la consommation d'eau et pas seulement sur les émissions de gaz à effet de serre du numérique. Donc là, voilà, c'est un chiffre qui est partiel. Hein. C'est sur seulement les data centers de 3 États. Donc au total, on ne sait pas combien ça fait, mais bon, on peut avoir une idée de ce que ça peut représenter du coup. Alors, on va voir les différents éléments qui composent le cloud maintenant. Donc, on va aller du plus faible impact en termes d'équivalence d'émissions de gaz à effet de serre jusqu'à celui qui a le plus d'impact. Donc, le premier, c'est l'envoi d'emails. Donc, pour les personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne, en fait, donc vous envoyez un mail depuis votre ordinateur avec ou sans pièce jointe, hein, mais voilà, il va en fait transiter par le data center de votre fournisseur d'accès qui va réceptionner, traiter et stocker votre message avant de le retransmettre au réseau. Donc là, il va parcourir dans le monde on ne sait combien de milliers de kilomètres pour arriver jusqu'au data center du fournisseur d'accès de votre correspondant, qui lui va réceptionner, traiter, stocker le message avant de le retransmettre au réseau à son tour, et votre correspondant va recevoir le message. Donc voilà, alors l'impact d'un mail va dépendre de la taille des pièces jointes qui sont incluses dedans, du nombre de destinataires, du temps de stockage sur le serveur. Pourquoi du temps de stockage sur le serveur? Parce que le serveur, il a besoin de disques durs pour stocker vos mails. Donc, plus longtemps vous laissez vos mails sur le serveur, plus le fournisseur va être obligé de vous réserver de l'espace disque en fait sur son serveur pour stocker vos mails. Donc, plus les utilisateurs stockent leurs mails longtemps, enfin pas que leurs mails, hein, ça vaut aussi pour tout le reste, et plus ils vont être obligés d'acquérir du stockage supplémentaire pour pouvoir augmenter leur capacité de stockage, pour satisfaire tous les clients. On multiplié par 10 le nombre de destinataires d'un mail, ça multiplie par 4 son impact. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien faire attention à qui on envoie son mail, cibler mieux peut-être ses envois de mail. Alors ça, c'est des chiffres en fait qui, j'ai vu là, sont un peu contestés parce que c'est des chiffres qui commencent à dater un petit peu. Donc je crois que ces chiffres ont presque 10 ans maintenant, même peut-être plus que 10 ans. Et comme les technologies évoluent, finalement, ces chiffres sont peut-être plus si d'actualité que ça. Ça est peut-être moins maintenant que ça. Mais à l'époque, on estimait qu'un mail sans pièce jointe représentait 4 grammes d'équivalent CO2. Et un mail avec une pièce jointe de 1 mégaoctet, c'était l'équivalent de 11 grammes d'équivalent CO2 émis, soit l'équivalent d'une ampoule de 60 watts qui est allumée pendant 25 minutes. Alors les jeux en ligne, donc ça représente un impact qui est assez colossal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 3 milliards de joueurs en ligne dans le monde, et on estime que si ces 3 milliards de joueurs y jouent 30 minutes par jour, ça représente pour ces 30 minutes par jour la consommation de 12 096 gigawatts, ce qui est quand même l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires de 900 mégawatts par an, et l'équivalent de 6 277 tonnes équivalent CO2 par jour. Donc c'est juste pour 3 milliards de joueurs qui jouent 30 minutes par jour. Et ça, c'est l'impact chaque jour. C'est assez énorme. Ensuite, on a les recherches sur le web.
Donc une recherche, ça représente pas grand-chose hein, quand on regarde comme ça en termes de consommation électrique et de rejet de gaz à effet de serre. Mais en fait, c'est le nombre de requêtes qu'il y a chaque heure dans le monde qui va faire que l'impact est important. On a 137 millions de requêtes par heure dans le monde, ce qui représente 25 gigawatts de consommation électrique, sachant qu'un réacteur nucléaire, c'est à peu près la production de 16,6 gigawattheures par jour. Donc c'est plus en une heure que ce qu'un réacteur nucléaire produit en une journée. Et ça représente 13 tonnes d'équivalent CO2 d'émissions de gaz à effet de serre. Alors les réseaux sociaux maintenant, donc là on voit en fait dans ce graphique l'impact des différents réseaux sociaux du pire au meilleur. Donc le pire c'est TikTok entre autres, et puis le meilleur c'est YouTube. Alors on peut se poser la question pourquoi, parce que TikTok et YouTube proposent tous les deux du contenu vidéo, parce qu'en fait on voit que l'impact va dépendre de l'utilisation, donc du type de médias consultés ou postés. Est-ce que c'est des photos ou des vidéos, du temps de stockage de ces photos et de ces vidéos, du temps passé sur le réseau social, et pour la vidéo aussi de la résolution utilisée lors du visionnage. Et en fait, après, on peut peut-être se dire qu'il faut voir ce qu'il y a derrière l'infrastructure. Quelle est l'infrastructure de TikTok? TikTok est chinois, hein. Donc en fait, faut savoir que en Chine, ils utilisent beaucoup encore de centrales à charbon pour produire l'électricité, donc ça peut expliquer éventuellement pourquoi en fait c'est TikTok qui a l'impact le plus néfaste. Et YouTube, le meilleur, alors ça peut être parce que... Après, il y a aussi l'optimisation de comment est codée l'application, hein, ça joue aussi. Et YouTube, donc, qui fait partie du groupe Google américain, Google qui indique qu'il est neutre en carbone depuis un certain nombre d'années. Là aussi, je suis un peu mitigée sur ce neutre en carbone, puisque c'est par compensation cette notion de neutralité carbone, et pour moi la compensation n'est pas une solution. Ce qui a été enlevé à un endroit, est-ce que ça peut être vraiment compensé par ailleurs? On pense souvent ce qui se passe en fait, c'est que les entreprises vont planter des arbres quelque part dans le monde pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Mais voilà, après il faut savoir aussi par exemple que Instagram c'est 100 millions de publications par jour, et que ce qui a le pire impact en tant qu'utilisateur, c'est ce qu'on appelle le scrolling. Donc c'est quand vous êtes sur votre appli et que vous faites défiler comme ça du contenu, parce qu'en fait ça va toujours charger plus de contenu sur votre terminal, donc des images ou des vidéos, et c'est ça qui va avoir le plus d'impact. Plus vous allez charger de contenu, plus vous allez générer de gaz à effet de serre et faire travailler les serveurs qu'il y a derrière, et le réseau, etc. La musique en ligne, ensuite, il faut savoir qu'une heure de musique en ligne, ça représente 77 Wh, soit l'équivalent du fonctionnement d'un frigo pendant 1h45, et rejette 40 grammes d'équivalent CO2. Et ensuite, la vidéo en ligne. Alors la vidéo en ligne, ça représente 80% du trafic Internet aujourd'hui. Et ça équivaut à 170 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an dans le monde. Ensuite, du coup, là, je vous ai mis la répartition du type de vidéo. Quel est le type de vidéo le plus regardé? Vous avez la répartition des vidéos ici. Alors là, maintenant, quels ont été les nouveaux usages du numérique ces dernières années, et qu'est-ce qui prend de la place de plus en plus dans nos quotidiens aujourd'hui? Il y a eu le télétravail, et notamment avec la crise sanitaire. Alors le télétravail, ça a été beaucoup de gens à équiper rapidement en équipement informatique. Donc ça a été souvent un ordinateur portable, voire un écran pour la maison, plus éventuellement aussi un téléphone portable. Et donc, en fait, on a souvent dit « Ah, mais c'est bien, les gens télétravaillent, ils prennent moins leur voiture pour aller travailler. » Oui, mais ce qu'on appelle l'effet rebond, en fait, c'est oui, il y a eu moins de transport, mais on a été obligé d'acheter plus d'équipements, en fait, pour équiper tous ces télétravailleurs. Donc, comme on a vu tout à l'heure que c'est l'étape de fabrication qui a le pire impact, et on peut voir que là, voilà, on a équipé énormément de monde en équipement. Donc finalement, en termes de bénéfices pour la planète, on peut se poser la question, est-ce que ça a été vraiment bénéfique entre prendre sa voiture pour aller travailler ou acheter tout un tas de nouveaux équipements électroniques? Voilà.
Il y a eu le minage de crypto-monnaies aussi, ces 10 dernières années, qui a pris un essor grandissant. Maintenant, c'est en train de s'atténuer un petit peu, mais on a connu une période assez faste il y a 2-3 ans. Et donc là, en fait, on a détourné l'usage des GPU. Les GPU, c'est les cartes graphiques. La puissance de calcul en fait d'une carte graphique sur un ordinateur est supérieure au processeur simple d'un ordinateur. Donc en fait, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, pour générer de la crypto-monnaie, en fait, pour générer de la crypto-monnaie, il faut chiffrer, enfin, c'est assez compliqué à expliquer. Je vais pas me lancer dans l'explication de ce qu'est la crypto-monnaie, mais en gros, il faut réaliser faut certifier, il faut valider des transactions. Et donc, pour valider ces transactions, il faut faire travailler en fait du temps machine. Il faut donner de son temps machine pour faire ses calculs, pour valider ces transactions. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, comme les transactions sont rémunérées en crypto-monnaie, le chiffrement des transactions, et qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des fermes de minage de crypto-monnaie. Donc, ils ont fait des fermes remplies de cartes graphiques qui travaillaient à plein régime et qui leur permettaient de gagner des tas et des tas de crypto-monnaie. Donc des gens se sont enrichis comme ça, mais en fait ça avait un impact énorme. La plus grande ferme des États-Unis, elle consomme autant que 3/4 de la production d'un réacteur nucléaire de 700 MW. C'est une consommation colossale. Les cartes graphiques, ça consomme énormément. Et bien sûr, ça produit énormément de chaleur, donc il va falloir refroidir ces fermes de crypto-monnaie qui va également consommer, c'est ça qui va consommer également beaucoup d'énergie. Ensuite, on a en ce moment là l'avènement de l'intelligence artificielle avec des phases d'apprentissage qui sont très énergivores et émettrices de gaz à effet de serre. On va le voir tout à l'heure. J'ai une diapo là-dessus. Ensuite, on a l'Internet des objets, l'IoT, Internet of Things. On a de plus en plus dans nos quotidiens des objets connectés. Avec la domotique surtout, aujourd'hui à la maison, vous pouvez avoir quasiment tout qui est un objet connecté, du radiateur au frigo, en passant par les volets, la lumière. Enfin voilà, on peut tout automatiser aujourd'hui, tout avoir connecté à la maison, sans compter les montres connectées et autres objets, voilà. Et puis on a la 5G, donc ça, à chaque fois qu'on change de norme de 3G, 4G, 5G, ça nécessite de produire de nouveaux équipements pour équiper les antennes relais. Donc on a besoin encore de matières premières pour la fabrication. Et en fait, paradoxalement, la 5G, normalement, est moins consommatrice d'énergie que les équipements nécessaires à faire fonctionner la 4G. Mais là aussi, on a un effet rebond, en fait. C'est-à-dire que comme ça permet un meilleur débit de connexion, il y a une plus grosse demande. Enfin, les gens, en fait, vont augmenter leur consommation de données. Et donc au final, comme la demande augmente, l'effet bénéfique de réduction de la consommation électrique des antennes 5G va être annulé par le fait de la croissance de l'augmentation de la demande. Le trafic de données augmente en fait de 25% par an. Et ça représente 55% de la consommation annuelle du numérique. Voilà, donc c'est ce qui explique pourquoi les bénéfices technologiques sont annulés par la croissance de la demande. Alors sur l'intelligence artificielle, en fait, comment ça fonctionne une intelligence artificielle? Il va falloir l'entraîner, cette intelligence artificielle, il faut lui faire apprendre des choses. Et donc ce processus d'apprentissage, en fait, c'est lui qui va être le plus impactant en termes d'impact écologique. Là, j'ai fait un focus surtout ça va être surtout sur ChatGPT, qui est l'intelligence artificielle qui est celle la plus connue par les gens. Et ici, on voit en fait, ça c'était l'apprentissage, la phase d'apprentissage de GPT-3, qui est ce qui est utilisé par ChatGPT aujourd'hui en version publique. Ils viennent de sortir la version 4, mais qui est accessible uniquement sur abonnement payant aujourd'hui. Donc là, la version grand public qui est disponible, c'est la version GPT-3. Et donc cette version GPT-3, pour être entraînée, elle a généré 502 tonnes d'équivalent CO2. Ça dépend en fait des millions de paramètres utilisés et du volume de données qu'on va lui donner à manger pour qu'elle s'entraîne. GPT-3, ça a été 175 millions de paramètres. Après, il y en a d'autres, là, des intelligences artificielles un peu moins connues. Et surtout, c'est comparé avec des choses du quotidien. Là, on a par exemple la consommation d'essence
d'une voiture pendant toute une vie d'un humain. C'est ici, et puis vous voyez ici, du coup, la phase d'apprentissage de GPT-3. On a aussi ici le niveau de vie d'un Américain pendant 1 an. Et ici, on a le niveau de vie moyen d'un humain pendant 1 an. Et enfin, tout en bas, on a l'équivalent d'un aller-retour New York-San Francisco en avion, ici. Donc c'est vraiment énorme. Donc ça dépend des millions de paramètres utilisés, du volume de données qu'on lui donne, du nombre et des performances des puces graphiques qui sont utilisées, parce que là aussi on va utiliser la puissance des puces graphiques pour l'intelligence artificielle. Ça dépend aussi de la localisation des data centers. Donc en fonction de l'endroit de l'implantation dans le monde où sont les data centers, ça va consommer plus ou moins, ça va générer plus ou moins de gaz à effet de serre, pardon, parce que donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple en Chine, ils utilisent encore beaucoup de centrales au charbon. Dans d'autres pays, ça va être du courant qui est généré par du gaz naturel qui quand même émet du gaz à effet de serre. Ici en France, nous, on a des data centers plutôt propres grâce, en termes d'équivalence et de rejet équivalent CO2, hein, on s'entend, parce qu'on a du nucléaire. Voilà, donc je dis pas que le nucléaire n'est pas polluant par ailleurs. Mais en termes de rejet de gaz à effet de serre, le nucléaire est le moins polluant. Donc nous, on est plutôt bon en termes de neutralité, d'impact. Rejet de gaz à effet de serre pour la production d'électricité en France. Et donc ça va aussi dépendre de la durée de la phase d'entraînement. Je crois que pour ChatGPT, pour la version GPT-3, c'était 60 jours d'entraînement. Donc plus on va entraîner longtemps le modèle, plus il va consommer d'énergie. Et il y a aussi donc la consommation d'eau, là encore, qui est importante. Hein. L'entraînement de GPT-3 a nécessité 700 000 litres d'eau, soit l'équivalent d'eau nécessaire pour remplir une tour de refroidissement d'un réacteur nucléaire. En fait, les ordinateurs qui sont utilisés pour l'intelligence artificielle, ce sont des super ordinateurs, et notamment OpenAI, qui est l'entreprise qui édite ChatGPT, a un partenariat avec Microsoft et son cloud Azure. Et Microsoft a monté un super ordinateur où il y a 10 000 cartes graphiques et 285 000 cœurs de processeurs qui ont servi pour héberger GPT. Donc la version 3 ou 4 d'ailleurs, là je ne sais plus si c'est pour la version 3 ou 4, je pense que c'est pour la version 3. Alors l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça a une empreinte qui est beaucoup moins impactante du coup que la phase d'entraînement, mais ça reste toujours en fait une phase qui va être un petit peu impactante. En fait, bon, il faut aussi voir que les chiffres sont incertains. On a du mal en fait à trouver de la donnée aujourd'hui sur ce que génère l'intelligence artificielle en termes d'impact sur l'environnement, les rejets de gaz à effet de serre. On estime que c'est entre 0,2 et 2,2 grammes d'équivalent CO2 par requête pour l'intelligence artificielle de type génératif, type texte, donc ce qui est ChatGPT, hein, il vous génère du texte. Parce qu'il y a d'autres intelligences artificielles comme Midjourney qui vous génèrent des images. Donc je ne parle pas de ça, là je parle que de celles qui génèrent du texte. En termes de consommation d'eau, on estime que pour entre 10 et 50 requêtes, ça représente un demi-litre d'eau aussi. Toujours, hein, parce que vous faites travailler derrière des équipements dans les data centers, que ces équipements, il faut les refroidir, et donc d'où la consommation d'eau. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il y a déjà 1,16 milliard d'utilisateurs de ChatGPT en avril 2023. Pour le mois d'avril 2023, on a dénombré 1,16 milliard d'utilisateurs. Donc c'est vraiment un usage qui est en pleine expansion. Donc, comme pour tout, il faut voir si... Je ne dis pas que l'intelligence artificielle, c'est mal, parce que ça a été un réel bénéfice. Hein. Dans certains domaines, la médecine fait d'énormes progrès grâce à l'intelligence artificielle. Mais c'est comme tout, en fait. Hein. Est-ce qu'il faut toujours mesurer quelle utilisation on fait des choses et les utiliser à bon escient. Alors, les data centers, qu'est-ce qu'on peut faire pour les data centers ? On peut voir au niveau de la conception déjà, justement en termes de refroidissement, comment on les refroidit ces data centers.
Comme je le montrais tout à l'heure, il y a des refroidissements par pompe à chaleur. Il y a également des data centers qui essayent de refroidir par ventilation naturelle. Le procédé adiabatique, par exemple. Alors là, c'est une capture d'écran d'un local de refroidissement dans un centre de données qui utilise la méthode de refroidissement adiabatique. Donc ça, en fait, ici, ce sont des panneaux de lamelles de cellulose sur lesquels on va projeter des gouttelettes d'eau et en fait le vent qui va traverser ces panneaux de cellulose avec de l'eau dessus, ça va refroidir l'air par évaporation. Et on estime qu'on arrive à baisser la température d'une pièce de 8 à 10 degrés grâce à ce processus-là, qui est un processus au final qu'on a emprunté aux Égyptiens qui ont inventé ça à l'époque. Et ils utilisaient ça pour refroidir la nourriture. En fait, c'était un peu l'ancêtre du frigo. Ils utilisaient des jarres en terre cuite, dans deux jarres en fait. Une jarre qu'ils mettent dans une autre jarre. Entre ces deux jarres, il y a de l'eau. Et en fait, l'évaporation de l'eau va refroidir les aliments qui se trouvent dans la jarre où on les place. Après, on peut également travailler sur l'implantation des data centers dans le monde. Vaut mieux les implanter dans un endroit du monde où il fait déjà frais, comme ça on aura moins besoin de les refroidir que s'ils étaient, par exemple, aux États-Unis, au Texas. Et puis il y a même des essais qui sont faits pour de l'implantation sous-marine. Microsoft a fait des essais de data centers sous l'eau. Alors après, là, il faut réfléchir. Ça pose d'autres questions en termes d'impact sur la biodiversité marine et ce genre de choses, mais c'est des expérimentations qui sont menées. On peut également essayer de réutiliser la chaleur produite pour pas qu'elle soit perdue, la réutiliser pour le chauffage des bâtiments voisins, de l'industrie et des piscines, des réseaux de chaleur urbains, par exemple. Et on peut surtout utiliser des énergies renouvelables, éolien, hydrolien, biomasse, plutôt que de l'énergie fossile. Il y a aussi des data centers qui expérimentent le refroidissement par immersion. Donc là, ici, c'est que des cartes directement plongées dans des bains type bain d'huile, en fait, puisque l'huile n'est pas un liquide conducteur en termes électriques, donc il n'y aura pas de court-circuit. Donc ça, c'est pareil, c'est des expérimentations qui sont menées ces dernières années et ce serait moins gourmand en énergie pour refroidir du liquide en fait que refroidir de l'air. Donc ça peut être une piste aussi. Alors nous, au niveau de nos équipements, terminaux, objets connectés, télé, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en acheter moins, on peut acheter reconditionné. On peut mutualiser l'utilisation de certains équipements. On peut en prendre soin pour les garder plus longtemps. On peut les réparer, les faire réparer, les revendre d'occasion quand on ne les utilise plus, les troquer, en faire des dons et aussi donc alimenter le circuit du recyclage. Les fabricants, ce qu'ils peuvent faire de leur côté, ils peuvent activer et développer activement l'éco-conception. Donc utiliser des matériaux moins polluants et aussi mieux concevoir leurs produits pour augmenter la réparabilité des équipements. Parce que passer de 2 à 4 ans d'usage pour une tablette ou un ordinateur, ça améliore de 50% son bilan environnemental. Donc c'est vraiment important de pouvoir essayer de conserver son équipement le plus longtemps possible. Au niveau de l'utilisation, débrancher un appareil quand on ne l'utilise pas, débrancher les chargeurs quand l'appareil n'est plus en charge et c'est pas la peine de laisser charger toute la nuit. Aujourd'hui, les appareils, surtout les téléphones, en fait, ils sont conçus pour se recharger rapidement. En à peu près 1h30, votre téléphone il est chargé, donc c'est pas la peine de le laisser brancher toute la nuit. C'est même nocif, limite pour en fait la batterie de votre téléphone. On peut programmer la mise en veille des ordinateurs, des tablettes smartphones, c'est plus la mise en veille de l'écran. Au bout de combien de temps votre écran va se mettre en veille, parce que la luminosité de l'écran va consommer de l'énergie de votre batterie. Utiliser des multiprises avec des interrupteurs. Désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth et le NFC lorsque vous ne l'utilisez pas sur votre téléphone, puisque tous ces protocoles, quand ils sont activés, toutes ces méthodes de connexion, elles vont nécessiter aussi de l'énergie. Donc plus vous avez d'éléments activés, plus ça va consommer de la batterie, et donc plus vous allez être obligé de recharger votre équipement souvent. Au niveau de l'utilisation des réseaux, qu'est-ce qu'on peut faire pour les courriels? On peut utiliser des services de stockage temporaire pour les pièces jointes volumineuses. Quand vous écrivez un mail,
à plusieurs correspondants surtout, et ben, si vous mettez une pièce jointe directement dans votre mail, elle va être inclue autant de fois que vous avez de destinataires. Donc en fait, vous mettez une pièce jointe de 2 mégaoctets que vous envoyez à 50 personnes, vous faites 50 multiplié par... Enfin, ces 50 personnes, ça va être 2 MO multipliés par 50 qui vont être stockés chez 50 personnes. Donc on a des drives aujourd'hui pour stocker les pièces jointes volumineuses, et il vaut mieux stocker sa pièce jointe sur un drive et inclure le lien de stockage sur le drive dans le mail et envoyer ça, surtout quand on fait de l'envoi à de multiples expéditeurs. Réduire le nombre de destinataires, comme je le disais tout à l'heure, se poser la question de mieux cibler son audience. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'arroser large ou de cibler plutôt son auditoire? Arrêter d'envoyer des mails futiles, inutiles, de type chaîne. Bon, ça on le voit moins maintenant, c'était beaucoup dans les années 90, fin 90-2000. Utiliser le chat plutôt que les mails avec ses collègues. Utiliser une signature sans image en interne, donc ça c'est pour les usages au travail. Utiliser une signature sans image en interne, vos collègues ils s'en fichent en fait d'avoir tout le temps le logo de l'entreprise dans la signature. On sait qu'on fait tous partie de la même entreprise. Donc réduire le poids des images. À chaque fois que vous envoyez un mail où il y a de l'image, des fois on voit des gens, ils ont des signatures de mail, c'est des bannières énormes. Donc à chaque fois ça consomme du poids, c'est du poids, donc c'est du stockage qui va être consommé sur les serveurs. Et puis nettoyer régulièrement sa boîte mail, vider les indésirables et la corbeille au minimum. Voilà. Ça, c'est des gestes qu'on peut faire assez simplement et qui permet de libérer de l'espace de stockage. Au niveau des réseaux sociaux, ça c'est vrai pour certains réseaux sociaux, mais pas tous. Publier des stories plutôt que des posts permanents, donc c'est l'éphémère vs le permanent. Mais comme je le disais, ça dépend des réseaux sociaux. Par exemple, Instagram, il va quand même conserver dans votre historique toutes les stories que vous avez publiées. Donc même si les gens ne les voient que 24 heures ou 12 heures, je ne sais plus exactement combien c'est, bah, si vous regardez dans les paramètres de votre compte, dans l'historique, il vous conserve en fait tout ce que vous avez posté. Donc ça, c'est aussi stocké quelque part sur des centres de données. Donc de temps en temps aussi faire le tri dans ces contenus de réseaux sociaux. Au niveau du streaming, baisser la résolution de visionnage, puisque plus la qualité est élevée, plus il va y avoir de données qui vont circuler, qui vont transiter sur le réseau. Télécharger quand c'est possible, plutôt que streamer, puisque surtout si vous allez regarder plusieurs fois une vidéo, il vaut mieux la voir sur votre ordinateur en local, plutôt que de générer à chaque fois le téléchargement de la donnée. Donc consommer du temps machine, faire transiter des données sur le réseau. La vidéoconférence, bah, on voit souvent des gens, ils sont en vidéoconférence, ils sont 150, mais ils ont tous leur caméra activée. Ça sert à rien, donc on fait les présentations au début de la réunion et puis on coupe sa caméra ensuite. Parce que ça aussi, le flux vidéo, ça consomme, c'est de la donnée en fait. Le flux vidéo, c'est de la donnée, donc ça va consommer de la bande passante et ça va consommer du temps processeur, donc augmenter la consommation électrique des ordinateurs derrière pour faire transiter cette vidéo et afficher la vidéo chez chacun. Au niveau du cloud, ne stocker que le nécessaire et utiliser son stockage local au maximum. Les recherches web, éviter le plus possible d'en faire, utiliser l'adresse directe ou les favoris des sites qu'on consulte le plus, fermer les onglets dont on ne se sert pas dans le navigateur. Parce que même s'ils sont en arrière-plan, en fait, ils consomment quand même de l'énergie, du temps machine. Donc, éviter d'avoir 50 onglets ouverts, ça va réduire la consommation énergétique de votre équipement. En termes de connexion, préférez toujours le filaire au Wi-Fi et préférez le Wi-Fi à la 4G, 5G, parce que le Wi-Fi est 23 moins énergivore que la 4G, 5G. Donc ça vient du fait en fait de l'énergie qui est consommée par votre box internet vs l'antenne relais. Et je crois aussi que votre téléphone se décharge moins vite quand vous êtes connecté en Wi-Fi qu'en 4G ou en 5G. La batterie se décharge moins vite. Donc vous êtes obligé de recharger moins fréquemment. Chaque geste compte et surtout chaque geste en moins. Une recherche Google, c'est comme la consommation électrique pour chauffer une demi-bouilloire. L'équivalent de 5 à 7 grammes de CO2. L'envoi d'un email avec une pièce jointe en moyenne, ça équivaut à la consommation électrique d'une ampoule allumée entre 30 minutes et 1 heure, soit 20 grammes de CO2.
télécharger la version électronique d'un magazine, c'est équivalent à la consommation électrique pour faire une lessive. 1h30 sur Netflix ou sur un jeu en ligne, ça équivaut à la consommation électrique d'un frigo pendant 28 jours et des émissions de gaz à effet de serre d'une voiture qui roule 40 km. Et aujourd'hui, Internet émet dorénavant plus de gaz à effet de serre que le trafic aérien mondial. Donc ça, c'est l'ensemble de tout ce qui constitue Internet. Tout à l'heure, c'était les data centers qui représentaient 2%, soit autant que le trafic de l'aviation civile. Là, Internet, l'ensemble de ce qui constitue Internet, ça émet plus de gaz à effet de serre que le trafic aérien mondial. À l'époque, il y avait une vidéo musicale Gangnam Style qui a été visionnée des milliards de fois. Elle avait fait le record de vues sur YouTube. Elle a été visionnée 2,7 milliards de fois sur la planète et elle aurait induit une demande d'électricité équivalente à la production annuelle d'une petite centrale nucléaire. Et on estime aujourd'hui que si Internet était un pays, eh ben, ce serait le 3e pays le plus consommateur d'électricité derrière les États-Unis et la Chine. Alors là, on a 4 leviers en fait sur lesquels on peut agir pour diminuer l'impact du numérique en termes environnementaux. Le premier levier, c'est stabiliser le parc de terminaux. Donc on l'a vu, la fabrication des terminaux, c'est ce qui pollue le plus. Donc moins on va produire d'équipements, moins il y aura de déchets derrière, et donc moins on va aussi excaver de minerais, consommer d'eau et polluer l'environnement pour en produire. Donc essayer le plus possible de rationaliser le parc de terminaux. Le deuxième levier qu'on a, c'est d'augmenter la durée de vie des équipements. Donc favoriser l'éco-conception, la réparabilité, la durabilité, et sensibiliser les utilisateurs sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, mieux prendre soin de ces équipements, ne pas céder à la publicité et ce genre de choses. Le levier numéro 3, c'est éco-concevoir les équipements pour les rendre plus efficaces et moins consommateurs d'énergie à usage équivalent. Le levier numéro 4, c'est la sobriété des usages et les bonnes pratiques dans la conception et la consommation de services numériques. Donc ça, c'est quelque chose dont on parle un peu plus actuellement, l'éco-conception des services numériques. On parle en ce moment d'éco-conception des sites Internet pour que les sites consomment moins aussi de ressources machines quand ils sont affichés. Le choix de la technologie même la plus adaptée selon l'usage. Donc on parle aussi là pour tout ce qui est informatique, programmation, le langage de programmation. Les développeurs doivent optimiser leur code pour avoir vraiment des programmes qui sont le plus optimisés et le moins consommés de temps machine. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On peut s'informer pour approfondir parce qu'en fait il y a quand même 70% des Français qui n'ont jamais entendu parler de sobriété numérique. Et donc, on a tout un tas de ressources. Moi, là, en fait, j'ai rien inventé. Tout ce que j'ai présenté dans cette conférence, c'est des ressources qui sont issues souvent de l'ADEME, de Green IT, qui est un groupe d'acteurs qui est français et qui fait un rapport sur l'empreinte environnementale du numérique mondial. Il y a le groupe Eco-Info, qui est un groupe du CNRS, qui a aussi publié « Mesurer et réduire les impacts du numérique ». On a Conscience numérique durable qui a publié les ressources. Et il y a une appli We Act for Good qui propose des éco-gestes du quotidien. Donc on a différents types de médias sur lesquels on peut s'informer sur le sujet. On peut aussi s'investir par d'autres formes d'action, comme les ateliers fresques dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une fresque du numérique qui existe. Elle reprend en grande partie tous les éléments qui sont dans cette conférence, mais de façon plus ludique. Vous allez avoir d'un bout à l'autre de la chaîne, donc de nous, êtres humains, l'utilisation qu'on fait du numérique et tout ce qui est nécessaire, toutes les étapes, donc la fabrication, tout ça. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact au bout de la chaîne ? Sur l'environnement, tout ça par en fait des cartes qu'on va replacer dans la chaîne de causes-conséquences. Donc on a la fresque du numérique, on a la fresque aussi de la biodiversité qui est très intéressante, la fresque du climat et les ateliers 2 tonnes qui sont des ateliers qui vous permettent en fait de mesurer votre bilan, de calculer déjà votre bilan carbone et de voir où vous en êtes par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le forfait gaz à effet de serre soutenable qu'on estime aux alentours de 2 tonnes. Donc ça va vous donner des clés en fait pour voir sur à quels endroits dans votre vie vous pouvez agir pour vous rapprocher le plus possible de ces 2 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre.
On peut aussi se questionner sur les nouveaux usages. Donc, comme je le disais, l'intelligence artificielle, faut pas faire une croix dessus. On ne renie pas le progrès. On bénéficie du progrès, mais comme toutes les choses, en fait, dans quel cadre on les utilise. Il faut utiliser toujours les choses avec parcimonie, faire un usage raisonné des outils. On peut aussi dénumériser nos activités. On peut ressortir, se balader, reconnecter avec la nature, sensibiliser autour de soi et rejoindre une association. Et si on peut retenir des choses, alors ça je l'ai piqué, c'est la dernière carte de l'atelier fresque du numérique justement, mais s'il y a 7 choses à retenir, c'est que le numérique n'a rien de dématérialisé ou de virtuel, il est bien matériel ce numérique, on l'a vu avec les centres de données et puis tous les équipements qu'on a. Ce qui a le plus d'impact environnemental, ce sont les terminaux utilisateurs. Pourquoi? Parce que en fait, on est beaucoup d'humains à avoir beaucoup d'équipements. Tout à l'heure, je vous le disais en introduction, on a entre 8 et 10 équipements par personne. Vous faites le compte vous-même, ça va aller vite. Vous avez quoi? Vous avez un ordinateur pour le travail, vous en avez peut-être un à la maison, vous avez une télé, vous avez une console, peut-être pour vos enfants. Il y a même des gens qui ont un téléphone pro. Les équipements sont parfois doublés entre la vie perso et la vie pro, donc on est déjà à 5. Vous avez une montre connectée, ça fait 6. Enfin voilà, ça peut aller assez vite. Il faut extraire d'énormes quantités de minerais pour fabriquer un équipement. Et le recyclage n'est pas efficace, c'est une solution très partielle. Les ressources en métaux et en énergie fossile sont limitées et se raréfient. Toutes ces excavations de minerais, de terre, là, tout ça, c'est pas infini, c'est pas des ressources qui sont là ad vitam aeternam. À un moment donné, on va être confronté à la rareté de ces ressources et donc comment on va continuer à produire les équipements si on n'a plus la matière première. Et puis, à cause de l'effet rebond, la technologie seule ne résout pas les problèmes. Donc, l'effet rebond, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'exemple, en fait, avec le télétravail, où on pense qu'on a un gain d'un côté avec la réduction des gaz à effet de serre dû au transport que les travailleurs génèrent, mais en fait, qui sont contrebalancés par l'investissement qui a été nécessaire dans les équipements informatiques pour les équiper, ces télétravailleurs. Donc, voilà, la technologie seule ne résout pas les problèmes. Mais un autre numérique est possible. Donc si on fait tous un usage plus raisonné du numérique, finalement, qu'on améliore la conception des équipements, qu'on peut mieux les réparer, enfin toutes les choses qu'on a vues tout à l'heure, en fait, en combinant en fait l'ensemble de toutes ces pistes, on peut arriver à un autre numérique et donc à potentiellement arriver au scénario qu'on voyait tout au début de réduction en fait de l'impact du numérique sur l'environnement d'ici 2030 et pas à continuer comme on le fait aujourd'hui et à avoir un impact encore pire d'ici quelques années. Donc voilà, c'est la fin de la conférence. Je vous remercie d'être venu assister à la conf et donc il est encore temps d'Audacy. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux et sur notre site internet et nous contacter par mail. Voilà, donc on est à Saint-Dié-des-Vosges et j'intervenais ici donc dans le cadre de cette association, mais aussi parce que je travaille ici. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions peut-être? Ouais. Concernant l'obsolescence technique, est-ce que pour enrichir un peu un cycle de consommation constant, les producteurs font exprès en fait de sur cette obsolescence technique? Ça a été soupçonné, mais il y a eu des procès. Alors, c'était pas en termes de matériel. Matériellement, je ne sais pas si ça a pu être démontré, mais en tout cas, l'obsolescence logicielle, elle a été, je crois qu'Apple a été condamné pour ça. Ouais. Évidemment, à un moment donné, les constructeurs avaient tout intérêt à faire en sorte que l'obsolescence arrive pour que le consommateur rachète un équipement, parce que si l'équipement n'arrive jamais en bout de course, il n'y a plus de consommation, donc plus de gains financiers pour l'entreprise. Mais aujourd'hui, la tendance est en train de s'inverser. Notamment Google, là, qui est l'éditeur d'Android, s'est engagé en fait à faire en sorte que les prochaines versions d'Android qui vont sortir fassent en sorte
que les anciens téléphones restent performants, voire améliorer en fait la performance des téléphones, des smartphones avec les prochaines versions d'Android. Ils optimisent vraiment le système pour qu'il soit plus qu'il consomme moins déjà aussi d'énergie et puis qu'il soit plus efficient même sur du matériel ancien. Et donc ils s'engagent aussi à publier les mises à jour parce qu'on a vu que c'était aussi un des freins à conserver un appareil plus longtemps, c'était qu'au bout d'un moment on ne pouvait plus le mettre à jour. Donc là ils se sont engagés à faire en sorte qu'on puisse mettre à jour l'équipement jusqu'à je crois 4-5 ans, au moins 5 ans après l'achat de l'équipement. Voilà, donc ça permettrait aux gens de conserver un équipement à jour pendant au moins 5 ans. Moi, c'est pas trop une question, c'est plutôt une remarque en plus. Par rapport au cloud et aux recherches Internet, il y a un moyen de limiter ça aussi. Par exemple, je suppose que la plupart des gens, quand ils font une recherche, souvent, par exemple sur Google, la réponse elle se trouve en début de page par Wikipédia. C'est une question vraiment complexe, mais c'est pour un simple terme. Et du coup, il y a un logiciel qui s'appelle Kiwix, permet de télécharger Wikipédia hors ligne. Et donc, par exemple, tout Wikipédia en français, on peut l'avoir stocké en local pour 3-4 gigas, ou 4-5 avec les photos. Et du coup, ça limite le trafic sur Internet. Et pareil pour, par exemple, la musique. Enfin, je ne regarde pas trop de vidéos, mais du coup, pour l'exemple de la musique. En l'occurrence, la musique, c'est quelque chose qu'on réécoute, plus qu'une vidéo. Et du coup, télécharger la musique, c'est super. Et il existe du coup des sites où, au lieu de, par exemple Spotify et tout, où les artistes, surtout les artistes indépendants, sont très mal rémunérés, mais il y a des sites où on peut télécharger et payer un album, ça revient directement à l'auteur. Et du coup, ça permet de l'avoir en local, et de ne pas le streamer à chaque fois qu'on l'écoute, d'avoir du trafic, mais de l'avoir téléchargé une fois et après on peut l'écouter autant de fois qu'on veut. Donc économiquement, c'est plus dur pour nous et pour les artistes et pour plein. Vous avez le nom, par exemple, un exemple de... Bandcamp, c'est un site BAND-CAST. Bon, après, ça a été racheté par une grosse entreprise là, dans les derniers mois, donc il y a des gens qui sont en train de faire des alternatives. Mais du coup, ça reste quand même une alternative intéressante. Et il y a du coup l'alternative qui s'appelle Faircamp, équitable. Et mais là, du coup, c'est juste un site, c'est pas encore une application. Et là, en plus, c'est gratuit ou à prix. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Et on trouve tous les artistes mainstream sur Bandcamp, oui. Ouais. Sur Faircamp, non, vu que c'est très récent, c'est open source, et c'est du coup, pour l'instant, c'est du bricolage. Mais Bandcamp, ouais, il y a vraiment tout. Et pour découvrir notamment de nouveaux artistes, parce qu'il y a tout un classement très précis par catégorie, par genre musicaux, qui sont plus poussés que la plupart des applications streaming. Du coup, moi je trouve ça vraiment génial. Et voilà, éthiquement parlant, c'est super aussi. Et j'aimerais mettre un gros point sur un truc, ça a été dit, mais j'en ai une couche, c'est sur le réemploi et la réparation avant le recyclage. On explique un téléphone, ça se trouve parfois il y a juste un écran cassé, vous allez le mettre dans une borne, un truc de réparation, de recyclage. Et en fait, pour le développement durable en général, il faut toujours privilégier d'abord le réemploi et la réparation avant le recyclage. Parce que le recyclage c'est bien, mais ça doit être le dernier processus dans le cycle de vie d'un appareil. Et du coup, il y a des associations, là, je ne suis pas en tête, mais ça va venir, où on peut déposer ces appareils et ils se font... Circulant. Ouais, voilà. Bah, chez Emmaüs, je crois qu'ils font ça. Comment? Emmaüs, ils font ça, je crois. Ouais, il y a un truc comme ça près de la gare d'ailleurs. Ouais, bah après ça se fait même avec au-delà des appareils numériques. Hein, vous avez des entreprises de réemploi, enfin de revalorisation. Il y a Envie qui existe ici aussi, qui permet de réparer les appareils, même électroménagers en fait, et de leur donner une seconde vie, de les revendre après d'occasion. Emmaüs le fait aussi.
Et effectivement, des fois, c'est 3 fois rien. Nous, on ne sait pas réparer, mais il y a des gens qui le font très bien. En plus, c'est souvent en réinsertion aussi pour les personnes qui travaillent dans ces endroits-là. Et donc, c'est vraiment vertueux, quoi. Tout le lien de la low-tech, en fait, finalement. Ouais, enfin, ouais. Ils sont vraiment engagés dans ces actions circulaires sur Strasbourg et tout, quoi. Mais il y a une incitation gouvernementale à la réparation en fonction du type d'équipement. Ouais, c'est vrai que ça, on en parle trop peu. Ouais. Par exemple, qui peut être alloué, alors je ne sais plus, moi j'avais regardé par rapport à un équipement, ça peut être 5 € pour un grille-pain, et ensuite il y a des entreprises qui sont labellisées par le gouvernement justement dans ce sens-là pour la réutilisation. C'est vrai, en fait, je lisais juste avant la conférence, là j'ai lu un article à ce sujet parce qu'ils ont fait la même chose pour maintenant les vêtements, en fait, pour aller faire repriser, réparer ces vêtements. Et ils disaient qu'il y avait déjà eu ce dispositif en place justement pour les appareils électroménagers, mais que ça n'avait pas eu un grand succès. Mais je pense qu'il n'y a pas eu assez de communication du gouvernement par rapport à ça. Et surtout, en fait, même si on en a entendu parler de cette subvention, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et en fait, c'est pas vous qui allez percevoir de l'argent, c'est directement le réparateur qui va lui déduire cet argent de la facture, c'est lui qui va percevoir l'aide de l'État en fait. Donc c'est vous au niveau de la facture finale, c'est déjà inclus dans le prix que vous payez. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu, je trouve, assez de communication là-dessus, mais ouais, c'est vraiment pour inciter en fait les gens à réparer leurs équipements et là à même réparer leurs vêtements, parce que ça aussi, l'industrie textile, c'est en fait, je crois qu'en France, c'est 700 000 tonnes de vêtements qui sont jetés chaque année. Enfin, c'est énorme. Si on élargit à l'industrie textile, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont compris les impacts environnementaux de l'industrie qui est une polluante, hein, justement, et qui propose des réparations, surtout dans la outdoor, de renvoyer les vestes et autres. Alors je ne sais plus si c'est, j'ai plus les noms, Patagonia peut-être, mais qui autorise le retour des vestes et qui répare, qui renvoie. Ou alors il y a aussi des fabricants de sacs et de duvets, Valandry notamment, qui fait ça aussi. La réparation plutôt que Et en bibliothèque, il y a un truc intéressant aussi qui est en train d'émerger beaucoup, et je pensais que ça viendrait des bibliothèques municipales, mais pas tant, ça vient des BLU. Et c'est le prêt d'objet. C'est-à-dire le prêt d'objet, mais ça va loin, ça peut prêter un appareil raclette. Hein. C'est un prêt, oui, tout à fait, et c'est tout à fait émergent, c'est nouveau. Et tu prêtes l'objet parce que ça permet d'éviter que chacun l'achète dans son petit coin. Donc c'est aussi favoriser le bien-être étudiant et tout, donc ça fait sens dans les objectifs de développement durable. Donc il y a des bibliothèques notamment qui se lancent comme ça, dont tu prêtes d'objets assez avancés. Donc c'est la bibliothèque qui fait l'acquisition du matériel et qui le prête? Oui. Ah ouais, c'est super ça. Oui, je trouve que c'est vraiment une très bonne piste parce que ça permet, bon alors s'en aller, mais ça peut être une pompe à vélo, ça peut être n'importe quoi, et on considérer que la bibliothèque est aussi un lieu de ressources. Ouais, c'est très intéressant. Des ressources de la connaissance, mais aussi des ressources du domaine des pickers, de la recyclerie, du remploi justement. Et du partage aussi, de l'emploi des objets. Ouais, c'est super. Ouais. J'ai une question technique. À la maison, on n'a pas de box. On n'a pas du box, mais du coup, quand par exemple on veut regarder un film, c'est en streaming et c'est en partage de connexion. Bon là, entre autres, on a acheté un répéteur pour pouvoir mettre le téléphone directement sur le vidéoprojecteur. Mais parce qu'on n'a pas de télé. Mais Ah. Et la question c'est, est-ce que ça consomme plus? Parce qu'en fait j'ai regardé mes consommations avant et après un film, quand je suis notamment en partage de connexion via mon téléphone à l'ordi vidéo proche. Ça consomme presque 10 gigas de consommation internet. Alors la consommation de données, que tu passes par la 5G ou que tu passes par un réseau filaire, elle va être la même à écran, enfin si tu utilises à taille d'écran et à résolution équivalente. Hein. Si tu utilises le même équipement, admettons j'utilise cet écran-là pour visionner mon film en streaming. Donc je change pas l'équipement en fait, parce que c'est ça qui va aussi déterminer la quantité de données qui va être streamée, qui va être téléchargée. C'est la résolution et la taille de l'écran. Donc si ça je le change pas, que je sois en 5G ou en filaire, le volume de données qui va être échangé il est le même. Par contre là où la consommation va être différente, c'est au niveau de ta consommation électrique, parce que ton téléphone en partage de connexion, je pense que t'as vu que s'il n'est pas branché, la batterie ah oui. Voilà.
Ouais. Mais du coup, est-ce que ça consommerait plus ou moins par rapport à avoir une box petite, étant donné les chiffres que tu as partagés là? Alors, au niveau de la consommation électrique à ton niveau, à toi, entre ton téléphone et une box, c'est pas là que ça va se jouer. C'est parce que faudrait voir combien de watts-heure consomme la batterie de ton téléphone par rapport à une box. Mais en fait, là où ça va se jouer, c'est la consommation électrique de l'antenne 4G, 5G derrière. C'est elle, en fait. C'est parce que finalement, au pied d'une antenne 5G, il y a aussi une espèce de mini, pas data center, mais presque, en fait. Il y a quand même un local avec des équipements là-dedans, et plus il va y avoir de gens qui se connectent à l'antenne et qui la sollicitent, plus derrière les équipements qui sont au pied de l'antenne 5G, ils vont turbiner pour faire transiter la donnée, aller chercher la donnée, la livrer à l'utilisateur et donc consommer du courant. C'est là en fait qu'il va y avoir l'impact. C'est au niveau de l'antenne relais. Et ça consomme plus une antenne relais que de passer par le réseau fibre classique. Question au niveau, alors, du coup, je comprends bien effectivement toutes ces économies qu'on peut faire, beaucoup à titre individuel. Du coup, est-ce que dans un établissement public comme une école d'architecture, comme la nôtre, est-ce que vous pensez que le système est adapté, en fait, ou est-ce qu'il y a des blocages encore pour qu'on puisse mettre en œuvre, en fait, ces mesures au niveau collectif? Je pense surtout aux achats dont on a besoin au niveau aux achats collectifs, des téléphones. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on y arrive? Alors déjà, ce qu'il faut savoir au niveau de la fonction publique, c'est que l'achat de matériel aujourd'hui, il a toujours été. On passe par des appels d'offres des marchés publics. Ces marchés publics, ça fait un certain nombre d'années qu'on a inclus dedans des critères environnementaux et sociaux. Donc aujourd'hui, il y a une obligation d'utiliser au moins, je crois, 20 à 25% de matériaux recyclés dans les équipements qui sont fournis dans les marchés publics. Donc là, les ordinateurs, par exemple, qu'on achète, nous, dans le marché qu'on a actuellement, ils sont au moins constitués à 25% de matières recyclées. Ce qu'on fait aussi, et ce qui se passe dans les marchés publics, c'est qu'on a contracté avec l'entreprise pour avoir une extension du délai de garantie jusqu'à 7 ans, ce qui nous permet en fait de conserver les équipements avec une garantie. Donc on est sûr qu'on va pouvoir remplacer les pièces défectueuses et avoir un technicien qui vient réparer l'équipement jusqu'à 7 ans après l'achat. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant au maximum dans les marchés publics qu'on a. Donc là, le matériel qu'on achète ici, pour les utilisateurs, il est garanti 7 ans, 5 à 7 ans en fonction des équipements. Et donc on les garde le maximum possible. Les ordinateurs portables, on va essayer de les garder minimum 5 ans. Les ordinateurs fixes là qu'on a et qu'on est en train de remplacer en ce moment, ils ont même 10 ans. Donc c'est pas mal. Après, au niveau de ce qu'on a, le cœur de réseau ici à l'école, les serveurs, on les garde aux alentours de 7 ans. En fait, on a du mal à les garder plus, même s'ils fonctionnent encore, plus que la date de fin de garantie, puisqu'on va se retrouver face à des problématiques après, si le matériel tombe en panne et qu'on peut plus le réparer, aussi parce qu'on trouve plus les pièces. Ça devient compliqué. Là, par exemple, actuellement, on est confronté à ça pour nos baies de stockage. Donc là, c'est ce qui va être couplé au serveur en fait pour stocker les données. Elles ont 7 ans et elles ont atteint la durée de vie maximale du produit estimé par le constructeur. Le constructeur ne fournit plus les pièces pour pouvoir réparer ces éléments-là. Donc on va être obligé de les remplacer préventivement parce que là, si jamais il y avait une casse matérielle sur ces équipements, on ne serait pas à même de les réparer. Alors, je ne connais pas assez, mais du coup, est-ce qu'il faudrait pas privilégier, peut-être que je me trompe complètement, mais des serveurs modulaires et qui peuvent avoir un autre usage, une fois la durée. Je vise les Raspberry par exemple, qui peuvent servir de serveur et dans d'autres utilisations d'ordinateurs, d'objets numériques. Alors on a fait ça à un moment donné. En fait, on renouvelait les serveurs de production un peu plus souvent. Enfin, les équipements qu'on avait en production, on les renouvelait tous les 3 à 5 ans. Et donc en fait, qu'on avait en production, on le prenait de la production pour le mettre dans notre environnement de backup, en fait, dans notre environnement de reprise d'activité. Si jamais, donc c'était devenu du matériel non critique. Voilà, on le réutilisait comme ça.
parce qu'on estimait que bon, bah, s'il cassait, c'était pas grave tout de suite. Là, immédiatement, ça allait pas mettre en péril la production. On allait pouvoir remplacer le matériel. On avait le temps de voir venir pour remplacer le matériel. Après, le réutiliser pour d'autres choses, type ordinateur ou autre, c'est compliqué, rien que par le format que ça a. En fait, hein, vous avez vu dans la diapo où je vous montre ce que c'est un data center. La façon dont ça se présente, c'est assez particulier. C'est des lames de serveur, en fait, donc c'est pas un ordinateur ou un serveur en forme de tour, quoi. Donc réutiliser ça ailleurs, c'est un peu compliqué. Donc, peut-être, c'est vraiment les usages, à mon avis, qui sont vraiment. Bah, le seul usage qu'on peut en faire, du coup, c'est de l'utiliser pour, comme je le disais, pour du plan de reprise d'activité ou de la sauvegarde, un serveur de sauvegarde, des choses comme ça, mais ça se limite à ça, en fait, le seul usage qu'on peut en refaire, quoi. Et après, il faut quand même qu'on ait aussi une infra de sauvegarde ou de plan de reprise d'activité qui tienne quand même la route, donc. En fait, on avait offert une durée de vie supplémentaire de 2 à 3 ans à ces équipements-là, en fait. Ouais. Là, bon, après, pareil, le cœur de réseau, donc là, ça va pas être les équipements serveurs et tout, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle les commutateurs, les switches, tous ces équipements d'interconnexion de réseau, donc qui vont être, en fait, là, vous avez une prise réseau. La prise réseau, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Bah, le câble, il est relié à des équipements ce qu'on appelle des équipements de brassage, des switches. Qui vont être eux après reliés jusqu'au serveur. Bah, ces équipements-là, ici, nous, ils ont 10 ans déjà. Ils ont ceux de ce bâtiment-là. Comme ce bâtiment a été livré en 2013, ils ont 10 ans parce qu'on ne les a pas changés depuis. Donc là, ça va être un des prochains renouvellements qu'on va faire. Parce que pareil, si là, on a une casse matérielle sur un équipement, on n'est plus en capacité de racheter le même équipement. Et en informatique, après, des fois, c'est compliqué. Les équipements, pour fonctionner ensemble, il faut qu'ils soient du même type, même du même modèle parfois. Et donc, c'est très compliqué. On peut pas mélanger du matériel de marques différentes ou de modèles différents, sinon ça fonctionne plus. Donc là, on est obligé en fait de tout changer quasiment à la fois, quoi. Et on fait toujours du remplacement préventif, surtout dans des grosses entreprises. On n'attend pas que le matériel casse pour le remplacer, parce que ça pourrait vraiment impacter la production. Alors nous, encore ici, ça va, on est dans la fonction publique, on n'a pas de notion de productivité, ni de rentabilité, mais si vous allez dans une usine, là, c'est sûr qu'on ne peut pas se permettre l'interruption de la production, parce que c'est des milliers ou des millions, des fois, de chiffres d'affaires en moins pour l'entreprise, donc le remplacement des équipements est toujours préventif. On remplace le matériel avant qu'il tombe en panne. Mais on essaye en tout cas de le garder le maximum de temps possible. Et là aussi, les constructeurs font de plus en plus d'efforts pour intégrer des matériaux recyclés dans leurs produits, faire en sorte qu'ils consomment moins d'énergie, faire en sorte qu'ils durent plus longtemps, qu'on puisse avoir des extensions de garantie jusqu'à 7 ans, ce qu'on n'avait jamais avant. Hein. Là, dans le marché qu'on a, c'est la première fois qu'on a ça. Avant, ça s'arrêtait à 5 ans. Donc, il y a quand même des efforts qui sont faits, mais parce que aussi les gouvernements mettent un peu la pression aux constructeurs pour qu'ils agissent. Voilà. Un dernier petit truc à rajouter, enfin à partager. Il y a un site qui s'appelle Peertube, qui est une alternative à YouTube. Et déjà, c'est open source et sans publicité. Et en fait, ça fonctionne avec un autre protocole de partage de données. Je ne connais pas à fond, mais du coup, ça fonctionne en peer-to-peer. Et si tu connais, tu peux reprendre si Non, c'est ça. En fait, le peer-to-peer, c'est pas de se connecter tous à un point central pour récupérer la donnée, c'est de se connecter les uns aux autres quand on possède l'information pour la partager plus rapidement et au plus près possible, peut-être. Plus rapidement, et du coup, ça économise aussi du trafic. Du coup, par exemple, si plusieurs personnes regardent en même temps une vidéo sur Peertube, eh ben, il y aura des économies de trafic. Parce qu'on ira chercher chez une personne, ça se trouve c'est notre voisin qui regarde la vidéo, et du coup on économise. Le chemin est plus court. Voilà. Ouais. Et du coup, si jamais ça intéresse certains, du coup, Peertube ça fonctionne avec des systèmes d'instances. Et du coup, une instance elle ne communique pas avec l'autre instance, donc il existe genre des
milliers ou des centaines de Peertube. Et par exemple, pour l'école, elle peut avoir sa propre instance Peertube qui partagerait ses vidéos en local et si elle veut ouvrir, du coup, plus qu'en local. Et, mais si on se connecte à cette instance, on n'aura pas forcément accès aux autres instances. Et du coup, il existe un site qui s'appelle Sepia Search qui permet de rechercher parmi toutes les instances. Peertube, et du coup, ce serait comme utiliser le moteur de recherche de YouTube. Du coup, là, c'est avec un autre site qui s'appelle Sepia Search. Ah, c'est intéressant. C'est des trucs que je connais pas, donc c'est bien. C'est toujours bien, même pendant les conférences, d'avoir de l'échange aussi avec les gens, parce que voilà, moi je connais pas tout, et donc c'est intéressant. Et bah, du coup, je veux bien. Moi, j'ai pas du coup pris de quoi noter, mais je veux bien. Je veux bien que tu me l'envoies par mail. Là. Oui. J'ai une question par rapport aux moteurs de recherche qui se disent pas écologiques, mais dans l'objectif écologique. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus ou pas, dans le sens où est-ce que c'est réel l'histoire de planter des arbres? Ouais, bah comme je disais, planter des arbres, en fait, tout ce qui est méthode de compensation, c'est pas... Enfin, pour avoir le bénéfice de la compensation, quand on parle de planter des arbres, en fait, quand tu vois un arbre, le temps qu'il met pour pousser et pour vraiment avoir un impact en termes de bénéfices pour l'environnement, faut attendre qu'il soit centenaire presque l'arbre pour avoir un réel impact au niveau de l'environnement. Donc planter des arbres, bon. Après, les moteurs de recherche qui se disent écolos, c'est aussi les data centers qui sont derrière en fait et qui comment ils fonctionnent, comment ils sont alimentés en énergie. Donc je pense que ces moteurs de recherche là, ils vont aussi utiliser des data centers qui sont alimentés en énergie propre. Donc par de l'éolien, de l'hydrolien, ils vont rechercher des sources d'énergie alternatives qui sont pas des énergies fossiles. C'est là où du coup, je me répète, mais du coup, je t'invite à télécharger avec Kiwix. Et du coup, c'est pas, tu peux télécharger plus que Wikipédia, tu peux télécharger déjà tout l'univers de Wikimedia, aussi des Slack, t'as des vulgarisateurs scientifiques ou quoi qui mettent toutes leurs publications, vidéos en libre accès. Tout ça, tu peux télécharger leur ligne. Et du coup, le fait de l'avoir téléchargé une fois, tu ne referas pas les requêtes, donc économisera l'énergie. Voilà. Merci. Mais avant d'avoir en fait 3 gigas de requêtes Wikipédia. Ouais, oui. Après, tu peux télécharger aussi juste les parties qui t'intéressent, Wikipédia architecture, tu peux faire quelques qui va sur le monde bien moins d'1 giga. Ah oui. Juste des données qui t'intéressent. Internet, finalement, je sais pas combien ça représente de volume de données parce que je crois que pour GPT-3, là, l'intelligence artificielle, ils lui ont donné à manger 85 téras de données. Mais ça me paraît pas si énorme que ça, en fait. Et parce que il dit ChatGPT là, quand on lui parle, il dit ouais, ma connaissance, elle s'arrête en avril ou un truc comme ça, 2021. Son accès à Internet s'arrêtait en 2000. Donc en fait, je me dis, mais en fait, ils ont téléchargé tout Internet pour lui donner à manger Internet et ça représente que 85 téras. Ouais. 75 téras de texte. Ouais, c'est vrai. Une journée, c'est différent. Je sais pas combien ils ont entraîné. Ouais. Ouais, c'est vrai que là, en fait, dans l'exemple, pareil, j'ai l'équivalent d'émissions de gaz à effet de serre, l'équivalent CO2 d'une requête sur ChatGPT, qui est une IA de texte, mais je pense que si tu fais la même chose avec Midjourney, qui est une intelligence artificielle d'image, de requête d'image, là. Mais alors après, j'ai lu aussi des choses qui sont intéressante à prendre en considération, peut-être en termes d'utilisation, hein, parce que alors Midjourney, pour l'entraîner, je sais pas combien ça a généré de tonnes de CO2, hein, parce que là c'est juste du texte et c'est 500 tonnes, donc de l'image, je sais pas comment ça fonctionne trop en fait. Oui, si on lui a donné à manger des bases de données d'images pour qu'elle puisse être capable de générer d'autres images, mais après en termes d'utilisation, hein, si on met de côté l'aspect entraînement,
En fait, il y avait un article que j'ai lu qui disait que quand on compare le temps qui va être nécessaire à l'intelligence artificielle pour générer une image, qui est une fraction de seconde, alors que un humain, enfin si on compare ce qu'un humain va mettre à faire la même chose avec un ordinateur, avec des outils de CAO, DAO, il va y passer peut-être des jours. En fait, en termes de consommation d'énergie de l'utilisateur vs l'intelligence artificielle, là il y a un réel gain. Mais après, si on prend en considération l'aspect global, si on y intègre le temps d'entraînement de l'intelligence artificielle, ouais, je sais pas. Mais bon, c'est des choses qui sont à voir. Et là aussi, en fait, l'intelligence artificielle, elle sert à s'auto-améliorer. Enfin, je crois que Nvidia, ils se sont déjà servis de l'intelligence artificielle pour améliorer les puces graphiques, dans la conception de leurs puces graphiques pour les rendre moins énergivores. Donc en fait, là aussi, il y a des gains à espérer au niveau de l'intelligence artificielle grâce à l'intelligence artificielle elle-même. Donc à voir ce que ça va donner dans le futur, tout ça, quoi. Mais là c'est sûr que pour l'instant, l'intelligence artificielle, elle a un énorme impact dans la phase d'apprentissage, et il faut vraiment que dans le futur on fasse des progrès là-dessus, parce que sinon ça va être colossal, parce que plus il y a une espèce de course en plus là, de concurrence en ce moment entre les différentes grosses boîtes dans le monde, entre Google, Microsoft et autres. Il y a même Elon Musk qui s'y met avec Gork. Enfin, chacun veut avoir son intelligence artificielle, et quand on voit le matériel qui est nécessaire derrière là en termes de puces graphiques, de processeurs, on se dit bon ben voilà. Et à chaque fois qu'on génère qu'ils sortent une nouvelle version, ils veulent toujours que ce soit plus performant, donc ils vont racheter du matériel, le dernier matériel toujours plus puissant pour faire tourner leur truc. Et donc en fait là aussi derrière on sait pas trop, là on n'a pas les chiffres en fait au niveau de l'intelligence artificielle de la consommation de matériel qu'ils ont. Est-ce que ça produit beaucoup de déchets qu'est-ce qu'ils font en fait au niveau du matériel qui est derrière pour faire tourner cette intelligence artificielle? Est-ce qu'ils remplacent souvent ou pas? Comment ça fonctionne? On sait pas trop pour l'instant. Donc là il y a beaucoup de flou encore au niveau de l'intelligence artificielle et de ses impacts. Parce que déjà, là, par exemple, pour GPT-4, OpenAI n'a communiqué aucune information sur le volume de données qui a été donné à l'intelligence artificielle pour s'entraîner. Combien de temps et combien de paramètres, de millions de paramètres. Ils n'ont pas publié les chiffres. Donc il y a sans doute un loup là. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, d'autres échanges? Je vous remercie d'être venu assister et échanger aussi avec moi lors de cette conférence. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Merci.